Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant, quand la porte de sa chambre claqua violemment contre le mur. Sa mère, le visage rouge de fureur, brandissait une lettre froissée comme une arme. « C'est quoi ça ? Sophie ? Une lettre d'amour d'une femme ? Tu nous as trahis, hurla-t-elle. Et avant que Sophie ne puisse répondre, son père surgit derrière, les yeux emplis de dégoût, et annonça d'une voix glaciale, « Ton mariage avec Julien est annulé. Tu n'es plus notre fille. » Le monde de Sophie s'effondra en un instant, la laissant seule face à un vide abyssal qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle se leva d'un bond, les jambes tremblantes, et tenta de s'expliquer. Mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Comment avouer que depuis 2 ans, elle vivait une double vie ? À 28 ans, Sophie avait tout pour être heureuse aux yeux de sa famille bourgeoise de Lyon, un poste de professeur de littérature à l'université, un fiancé issu d'une bonne famille, et une réputation impeccable. Mais derrière cette façade, il y avait Camille, la femme qui avait bouleversé son existence. Camille, 32 ans, artiste peintre à Paris, avec son esprit libre et son sourire qui illuminait les nuits sombres. Elles s'étaient rencontrées lors d'un vernissage. Un regard échangé avait suffi pour allumer l'étincelle. Sophie avait nié ses sentiments au début, les enfouissant sous des couches de culpabilité héritées d'une éducation catholique stricte. Mais l'amour avait pris le dessus, la poussant à des rendez-vous clandestins, des messages codés et des week-ends volés. Ce matin-là, tout bascula parce que Sophie avait été imprudente. Elle avait laissé traîner une lettre de Camille dans son sac, que sa mère avait fouillée par inquiétude maternelle. La lettre était poétique, passionnée, sans équivoque. Ma Sophie, chaque seconde sans toi est une éternité. Viens à Paris, libérons-nous. Ces mots, destinés à rester secrets, venaient de détruire sa vie. Son père, un avocat conservateur, ne tolérerait pas ce qu'il appelait une déviance. Sa mère, pieuse et soucieuse du qu'en dira-t-on, voyait déjà le scandale se propager dans leur cercle social. Sophie fut sommée de faire ses valises sur le champ. Va-t'en, et ne reviens pas tant que tu n'auras pas guéri de cette folie, cracha son père. Sophie quitta la maison familiale les larmes aux yeux, un sac à dos pour tout bagage. Elle prit le premier train pour Paris, le cœur déchiré entre le soulagement d'être libre et la douleur de la perte. À la gare, elle appela Camille. La voix brisée, c'est fini. Ils savent tout. Camille, de son côté, était en pleine préparation d'une exposition. Elle raccrocha son pinceau et se précipita à la gare de Lyon pour accueillir Sophie. Quand elles se retrouvèrent sur le quai bondé, Camille la serra dans ses bras, murmurant, « On va s'en sortir. Ensemble. » Mais Sophie sentait déjà le poids des conséquences. Comment vivre sans le soutien familial ? Comment affronter les regards des amis ? Des collègues ? Les premiers jours à Paris furent un mélange d'euphorie et d'angoisse. Camille habitait un petit atelier dans le Marais, rempli de toiles colorées et de livres empilés. Sophie s'y installa, découvrant un monde loin de la rigidité lyonnaise. Elle passait des soirées à discuter jusqu'au bout de la nuit, partageant des rêves d'avenir. Mais la réalité rattrapa vite Sophie. Son téléphone sonnait sans cesse, message haineux de sa sœur, qui la traitait de traîtresse. Appel manqué de Julien, son ex-fiancé,
qui exigeait des explications. Comment as-tu pu me faire ça? J'ai tout perdu à cause de toi, lui écrivit-il. Sophie se sentait coupable. Julien était un homme bien. Mais elle n'avait jamais ressenti pour lui ce qu'elle vivait avec Camille. Était-ce égoïste de choisir son bonheur au détriment des autres? Un soir, alors qu'elle dînait dans un bistrot discret, un couple d'amis de Camille les rejoignit. Marie et Paul, un duo hétérosexuel progressiste, les félicitèrent pour leur courage. C'est beau, ce que vous vivez, dit Marie. Mais Sophie ne pouvait s'empêcher de douter. Et si c'était une erreur? Si je pouvais tout réparer, murmura-t-elle à Camille plus tard. Camille, blessée, répondit, l'amour n'est pas une erreur. Sophie. C'est la société qui nous force à nous cacher. Cette nuit-là, elles firent l'amour pour la première fois sans peur d'être découvertes. Mais Sophie se réveilla en pleurs, hantée par les visages déçus de ses parents. Bientôt, les pressions extérieures s'intensifièrent. À l'université, des rumeurs circulaient. Un collègue, informé par un ami commun, la confronta. Sophie. Est-ce vrai que tu es lesbienne? Ça pourrait nuire à ta carrière. Elle nia. Par réflexe. Mais le mensonge la rongeait. Camille, de son côté, encourageait Sophie à assumer. Viens à l'exposition demain. Montre-toi avec moi. Sophie accepta. Nerveuse. L'événement fut un succès pour Camille. Mais pour Sophie, ce fut un calvaire. Des regards curieux. Des chuchotements. Une ancienne camarade de classe la reconnut et s'éloigna ostensiblement. Je ne veux pas être associée à ça, murmura-t-elle. Le point de non-retour arriva quand Sophie reçut un email de son père. Si tu reviens à la raison, on peut t'oublier. Sinon, tu es déshéritée. Elle hésita. Était-ce le prix à payer pour l'amour? Camille, sentant son trouble, proposa, allons voir ta famille ensemble. Peut-être qu'ils comprendront. Sophie refusa, craignant le pire. Au lieu de cela, elle décida d'écrire une lettre à ses parents, expliquant ses sentiments. Je n'ai pas choisi d'aimer Camille, mais je choisis de ne plus me mentir. Elle posta la lettre, le cœur serré. Les jours suivants furent tendus. Camille travaillait tard, et Sophie errait dans Paris, réfléchissant à ses choix. Un après-midi, elle croisa Julien par hasard dans une rue. Il était amaigri, amer. Tu m'as humilié devant tout le monde. Comment vais-je expliquer ça? Sophie s'excusa. Mais il la coupa, c'est facile pour toi. Maintenant tu vis ton petit conte de fées. Mais moi, je paye les pots cassés. Ces mots la hantèrent. Avait-elle le droit de détruire des vies pour son bonheur? Sophie rentra à l'atelier, effondrée. Camille l'attendit avec un dîner préparé. Mais Sophie n'avait pas faim. J'ai vu Julien aujourd'hui, avoua-t-elle. Camille posa sa fourchette, les yeux assombris. Et alors? Il t'a dit quoi? Sophie raconta la rencontre. Les accusations. Camille soupira, il souffre. Mais ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas apporté son fardeau. Pourtant, Sophie se sentait responsable. Cette nuit-là,
Elles se disputèrent pour la première fois. Tu regrettes? C'est ça, lança Camille. Non. Mais je ne veux pas que les gens souffrent à cause de moi, rétorqua Sophie. Le lendemain, une nouvelle épreuve surgit. La sœur de Sophie, Élise, débarqua à Paris sans prévenir. Élise, 25 ans, était l'enfant modèle de la famille, mariée, enceinte, pieuse. Elle trouva Sophie dans un café et l'agressa verbalement. Comment as-tu pu faire ça à maman et papa? Ils sont dévastés. Et moi? Je dois gérer les ragots au village. Sophie tenta de se défendre. Élise, je t'en prie. Comprends-moi. J'aime Camille. Élise ricana. Aimer une femme? C'est contre nature. Reviens à Lyon. Fais pénitence. Et tout rentrera dans l'ordre. Sophie refusa. Mais les mots d'Élise la blessèrent profondément. Si tu persistes, je ne te parlerai plus jamais. Et ton neveu ne te connaîtra pas. De retour chez Camille, Sophie pleura des heures. Camille la consola. Mais une fissure s'était créée. Ta famille te manipule avec la culpabilité, dit-elle. Sophie hocha la tête. Mais au fond, elle doutait. Était-ce vraiment de la manipulation? Ou une inquiétude légitime? Pour se changer les idées, elles décidèrent de partir en week-end à la campagne, près de Fontainebleau. Là, dans une petite auberge, elles purent respirer. Promenade en forêt, pique-nique au soleil. Sophie se sentit revivre. Peut-être qu'on peut construire notre vie comme ça, murmura-t-elle à Camille sous les étoiles. Mais le retour à Paris brisa l'illusion. Un appel de l'université, son contrat n'était pas renouvelé. Raison budgétaire? Prétendit le doyen. Mais Sophie savait que les rumeurs avaient joué. Sans emploi. Elle paniqua. Comment vais-je payer ma part? Camille la rassura, je gagne assez avec mes toiles. On s'en sortira. Pourtant, Sophie se sentait dépendante, humiliée. Elle commença à chercher du travail, envoyant des CV partout. Entre-temps, elle reçut une réponse à sa lettre, un colis de ses parents contenant ses affaires personnelles. Avec une note laconique, ne nous contacte plus. La douleur fut vive, mais elle catalysa une décision. Sophie décida d'assumer publiquement son orientation. Elle posta un message sur les réseaux sociaux, je suis lesbienne. Et j'aime Camille. J'espère que vous comprendrez. Les réactions fusèrent, soutien d'amis lointains. Insultes anonymes. Silences assourdissants. Un ancien professeur l'encouragea. Mais un cousin la bloqua. Camille était fière, c'est un pas énorme. Mais Sophie payait le prix, isolement croissant. Anxiété permanente. Puis vint la trahison inattendue. Marie, l'amie de Camille, confia à Sophie un secret, Camille voit quelqu'un d'autre. Une galeriste. Pour avancer sa carrière. Sophie refusa d'y croire. Mais elle fouilla le téléphone de Camille par suspicion. Elle trouva des messages ambigus, rendez-vous ce soir? On discute de l'expo. Et plus si affinité. Le cœur brisé? Sophie confronta Camille. C'est vrai? Camille avoua, c'était juste du flirt. Pour un contrat. Je n'ai rien fait. Mais pour Sophie, c'était une trahison. Tu m'as promis fidélité.
Et tu joues avec le feu pour ta carrière? La dispute dégénéra. Sophie claqua la porte et erra dans les rues de Paris toute la nuit. Elle se réfugia chez une vieille amie, Lucie, qui l'hébergea. Lucie, hétérosexuelle mais ouverte d'esprit, l'écouta. L'amour est compliqué. Surtout quand la société te juge. Sophie réfléchit, avait-elle sacrifié sa famille pour une relation fragile? Le lendemain, elle rentra pour discuter. Camille s'excusa profusément, j'ai eu tort. Je t'aime. Seulement toi. Elles se réconcilièrent. Mais la confiance était ébranlée. Les mois suivants furent une épreuve de feu. Sophie trouva un job précaire comme tutrice. Mais les factures s'accumulaient. Camille vendit quelques toiles. Mais la pression artistique la rendait irritable. Elle se disputait souvent sur l'argent, la famille, l'avenir. Un jour, Sophie reçut un appel de sa mère, ton père est malade. Un infarctus. Il demande à te voir. Sophie hésita. Était-ce un piège? Camille l'encouragea, vas-y. Pour toi. Sophie prit le train pour Lyon. Le cœur en miettes. À l'hôpital, son père était pâle, branché à des machines. Sophie. Je regrette, murmura-t-il. Sa mère pleurait, on a eu tort de te rejeter. Sophie fondit en larmes. Ils parlèrent des heures, les peurs, les préjugés. On t'aime. Mais c'est dur à accepter. Avoua sa mère. Sophie rentra à Paris avec un espoir fragile. Mais en arrivant, elle trouva Camille en pleurs, j'ai perdu le contrat avec la galerie. À cause de notre coming out? Ils disent que c'est trop controversé. Sophie comprit alors le vrai prix, chaque choix entraînait des pertes. Elles décidèrent de se battre ensemble, organisant une exposition thématique sur l'amour LGBTQ+. Mais les obstacles s'accumulaient, manifestations hostiles, critiques acerbes. L'exposition ouvrit dans une petite galerie du Marais, sous une pluie battante qui semblait présager le pire. Sophie et Camille avaient investi leurs économies, invitant amis et inconnus. Les toiles de Camille dépeignaient des couples lesbiens dans des scènes quotidiennes, défiant les normes. Mais dès l'ouverture, un groupe de manifestants conservateurs se posta dehors, scandant des slogans homophobes. L'amour vrai? Cet homme-femme, hurlait-il. Sophie sentit la peur monter. Mais Camille la serra la main, on ne recule pas. À l'intérieur, les visiteurs étaient partagés. Certains applaudissaient. D'autres quittaient la salle en murmurant. Une journaliste s'approcha de Sophie, comment gérez-vous les pressions familiales? Sophie répondit honnêtement, c'est douloureux. Mais l'authenticité vaut le sacrifice. L'article paru le lendemain amplifia la visibilité, mais attira aussi des menaces en ligne. Camille reçut des emails haineux, dégénérés. Tu vas payer. Elles portèrent plainte. Mais la police minimisa, juste des trolls. Au milieu de ce chaos, Sophie reçut une nouvelle de Lyon, son père sortait de l'hôpital. Et la famille voulait la voir. Elle y alla seule, craignant que Camille n'aggrave les tensions. À la maison, l'atmosphère était tendue. Son père, affaibli, dit, j'ai réfléchi. Si cette femme te rend heureuse. Sa mère interrompit, mais pense à ton âme. Sophie. L'Église dit que c'est un péché. Sophie argumenta,
l'amour n'est pas un péché. C'est l'intolérance qui l'est. Élise, présente avec son mari, ajouta, et nos enfants? Comment expliquer à mon fils que sa tante est différente? Sophie quitta la réunion épuisée, avec une promesse vague de dialogue. De retour à Paris, elle trouva Camille distante. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Sophie. Camille avoua, j'ai revu la galeriste. Pas pour flirter, mais pour un deal. Elle propose une expo plus grande, mais à condition de minimiser notre relation. Sophie explosa, tu vas nous cacher pour de l'argent? Après tout ce qu'on a traversé? Camille pleura, je fais ça pour nous. On a besoin de cet argent. La dispute révéla des failles profondes, Sophie priorisait l'authenticité. Camille la survie pratique. Elles firent une pause. Sophie dormant sur le canapé. Les jours suivants. L'exposition attira plus de monde. Mais les ventes étaient maigres. Un soir. Un vandalisme frappa, des graffitis homophobes sur la porte. Camille effondra, pourquoi tant de haine? Sophie la soutint. Mais intérieurement, elle questionnait tout. Était-ce le bon combat? Un appel d'Élise aggrava les choses, maman est déprimée à cause de toi. Reviens. Seule. Et on t'aidera. Sophie résista. Mais la tentation grandit. Elle imagina une vie normale, réconciliée avec la famille. Trouver un mari. Oublier Camille. Mais l'idée la révulsait. Au lieu de cela, elle organisa une conférence à l'université sur la littérature LGBTQ+, invitant Camille comme intervenante. L'événement fut un succès modéré. Mais un étudiant la défia, n'est-ce pas immoral de promouvoir ça? Sophie répondit, l'immoralité, c'est de nier l'amour des autres. Pourtant, les conséquences professionnelles frappèrent. Sophie perdit des élèves privés, taxés de propagande. Camille, de son côté, accepta le deal avec la galeriste, cachant temporairement leur couple. C'est stratégique, justifia-t-elle. Sophie se sentit trahie, tu choisis ta carrière sur nous. Elles se séparèrent temporairement. Sophie louant une chambre chez Lucie. Seule, Sophie affronta ses démons. Elle consulta une thérapeute, explorant ses conflits internes. Vous avez internalisé l'homophobie de votre éducation? Dit la psy. Sophie admit, j'ai peur d'avoir tout perdu pour rien. Pendant ce temps, Camille luttait avec sa culpabilité, vendant des toiles mais se sentant vide. Un mois plus tard, un événement inattendu les réunit. Le père de Sophie mourut subitement d'une complication. Sophie rentra à Lyon pour les funérailles. Dévastée. Camille l'accompagna malgré tout. À l'église. Les regards étaient hostiles. Mais Camille resta à ses côtés. Sa mère, en deuil, murmura, merci d'être venue. Avec elle, Élise. Cependant, explosa après la cérémonie, tu oses amener ta maîtresse ici? C'est un affront. Sophie défendit Camille, c'est ma compagne. Et elle m'aime plus que quiconque. La famille se divisa. Certains oncles la soutinrent discrètement. D'autres la rejetèrent. De retour à Paris, Sophie et Camille se réconcilièrent, renforcées par la crise. On ne se cache plus, décida Sophie. Elles planifièrent un voyage en Provence pour se ressourcer. Mais la société n'en avait pas fini.
Un article diffamant paru dans un journal conservateur, l'artiste lesbienne qui corrompt la jeunesse. Camille perdit des clients? Sophie des opportunités. Elles durent déménager dans un quartier plus abordable. Serrant les dents. Dans leur nouveau appartement modeste à Belleville, Sophie et Camille tentaient de reconstruire. Sophie trouva un emploi dans une association LGBTQ+, aidant d'autres femmes en crise. Camille peignait avec ferveur, thématisant la résilience. Mais les cicatrices restaient. Un soir, Sophie confia, « J'ai sacrifié ma famille pour toi. » Était-ce juste? Camille répondit, « L'amour demande des sacrifices. Mais il en vaut la peine. » Pourtant, une nouvelle trahison surgit. Lucie, l'amie de Sophie, révéla avoir été contactée par Élise, « Ta sœur m'a demandé de te convaincre de rentrer. Elle dit que Camille te manipule. » Sophie confronta Élise par téléphone, « Arrête de comploter. » Élise riposta, « Je protège la famille. Ton mode de vie nous détruit. » Sophie coupa les ponts. Mais la paranoïa s'installa. Camille, stressée par les finances, accepta un job d'enseignante en art. Mais un parent d'élève se plaignit, « Je ne veux pas qu'une lesbienne influence mon enfant. » Elle fut licenciée. Furieuse, Camille accusa Sophie, « C'est à cause de ton coming out public. On aurait dû rester discrète. » Sophie rétorqua, « Et vivre dans le mensonge? » Non. La tension culmina lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Paris. Elles y allèrent ensemble, brandissant des pancartes. Mais une contre-manifestation tourna à l'affrontement. Des insultes fusèrent. Des projectiles volèrent. Camille fut blessée légèrement à la tête. À l'hôpital, Sophie veilla sur elle, réalisant la fragilité de leur existence. « On risque notre vie pour être nous-mêmes, » murmura-t-elle. Guérie, Camille proposa, « Marions-nous. Officiellement. Pour affirmer notre amour. » Sophie hésita, « En France. Le mariage pour tous était légal. Mais sa famille? Ça les achèvera. » Camille insista, « C'est notre choix. » Pas le leur. Elles préparèrent la cérémonie en secret, invitant seulement des amis proches. Le jour J, dans une mairie discrète, elles échangèrent des vœux émouvants. « Je te choisis. Malgré tout, » dit Sophie. « Et je paierai le prix avec toi, » répondit Camille. Mais la nouvelle fuita. Sa mère appela. Hystérique, un mariage sacrilège. Tu es perdue. Élise envoya un message, ne compte plus sur nous. Mariées, elles affrontèrent un nouveau chapitre. Sophie écrivit un livre sur son parcours, espérant inspirer d'autres. Camille exposa internationalement, gagnant en reconnaissance. Mais les coups émotionnels persistaient, nuits d'insomnie, thérapie, amitié perdue. Un an plus tard, une opportunité surgit, une offre d'emploi pour Sophie à Lyon, dans une université progressiste. Retournons-y. Pour reconquérir ton passé, suggéra Camille. Sophie accepta, nerveuse. À Lyon, elles louèrent une maison. Les retrouvailles avec la famille furent glaciales. Sa mère accepta un thé, mais refusa Camille. Un pas à la fois, dit Sophie. Pourtant, Élise complota, elle répandit des rumeurs au travail de Sophie, causant des tensions. Sophie la confronta,
Pourquoi me haïr autant? Élise avoua, j'ai peur que ton choix influence mon enfant. Et je suis jalouse de ta liberté. Sophie comprit, la haine masquait l'envie. Camille, soutenant Sophie, organisa une expo locale. Malgré les boycotts, ce fut un succès. Une jeune femme approcha Sophie, votre histoire m'a aidé à assumer. Sophie se sentit validée. Mais le climax arriva quand la mère de Sophie tomba malade. Hospitalisée, elle demanda à voir Camille. Je veux comprendre, dit-elle faiblement. Camille parla de leur amour, des luttes. La mère pleura, j'ai eu tort. Pardonnez-moi. Une réconciliation fragile naquit. Élise, cependant, refusa. Je ne peux pas accepter. Elle coupa les liens, emmenant sa famille loin. Sophie et Camille rentrèrent à Paris, plus fortes. Elles adoptèrent un chat, symbolisant un nouveau départ. Mais les questions persistaient, avait-elle payé trop cher? Les années passèrent, marquant Sophie et Camille de rides et de sagesse. À 35 et 39 ans, elles vivaient une routine apaisée, Sophie dirigeait un centre d'études sur le genre. Camille exposait régulièrement. Leur mariage tenait, forgé dans l'adversité. Mais les échos du passé résonnaient. Un jour, Sophie reçut une lettre d'Élise, mon mari m'a quittée. J'ai réalisé que la vie est courte. Pouvons-nous parler? Sophie accepta, invitant Élise à Paris. La rencontre fut émotive. Élise avoua, j'ai projeté mes frustrations sur toi. Ton courage m'effrayait. Elles se réconcilièrent partiellement. Élise rencontrant enfin Camille. La mère de Sophie, affaiblie mais ouverte, vint les visiter. Je suis fière de toi. Maintenant, dit-elle. Sophie pleura de joie, mais regrettait les années perdues. Pourtant, de nouvelles épreuves surgirent. Une loi conservatrice menaça les droits LGBTQ+, mobilisant Sophie et Camille dans des manifestations. Elles risquèrent l'arrestation, mais persistèrent. On a payé cher pour nos droits. On les défendra, déclara Camille. Un soir, lors d'un dîner avec des amis, Sophie réfléchit à voix haute, ai-je fait les bons choix? La douleur valait-elle la liberté? Les réponses varièrent. Mais Camille serra sa main, oui. Parce que nous sommes vrais. Leur histoire inspira un documentaire, exposant leur lutte. Des réactions positives affluèrent, mais aussi des critiques, elles ont détruit leur famille pour un caprice. Sophie répondit dans une interview, l'amour n'est pas un caprice. C'est une essence. Finalement, assise sur un banc face à la Seine, Sophie et Camille contemplèrent leur parcours. On a perdu beaucoup, mais gagné l'essentiel, murmura Sophie. Camille acquiesça, et si c'était à refaire? Je choisirais encore toi. Mais une question persistait. Gisant au cœur de leur odyssée, était-il moral de prioriser son amour personnel au détriment des liens familiaux et sociaux traditionnels?